Yorana, Kiaura et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Vous avez pensé à la reprise d'une affaire, ça tombe bien. Aujourd'hui, on parle de rachat d'entreprise et dans un marché relativement restreint, ce n'est pas toujours facile, même si ça représente une opportunité à ne pas louper. Justement, on en parle avec nos invités sur notre plateau. Grégory Contegrel, directeur commercial des marchés des entreprises et institutionnels de la Banque de Tahiti, Yorana. Yorana. Benoît Rojan, conseiller cession acquisition Yorana. Yorana. Et enfin, Vidric Gondouin, qui est responsable accompagnement et développement de la Sofidep Yorana. Yorana. On va commencer avec Grégory pour savoir rapidement, est-ce que tu peux nous résumer en quoi consiste un rachat d'entreprise? Oui, bien sûr, je vais être assez simple et je vais vulgariser ce que c'est le rachat d'entreprise. Quand vous achetez une voiture et une entreprise, vous vous portez acquéreur d'une entreprise et de tous les compartiments que ça comporte. L'humain, le technique, le social. Et à partir de là, vous rachetez un ensemble d'une entreprise qui est composée d'une multitude de choses. Voilà. Est-ce qu'il y a des étapes clés, les premières étapes pour reprendre justement un business? Est-ce que c'est un business plan? Je me tourne plutôt du côté de Vidric pour savoir, il y a d'autres étapes avant le business plan? Alors nous, on conseille dans notre accompagnement à la Sofidep, on prévoit aux gens de se préparer déjà. Tout le monde n'est pas fait pour être chef d'entreprise directement, que ce soit la création ou la reprise, mais déjà de se faire une fiche de cadrage en disant quelle est ma situation personnelle, à titre personnel, sur le repreneur, quelles sont mes compétences, quels sont les domaines d'activité dans lesquels je souhaiterais évoluer. Avant la recherche, on parle de je vais rechercher l'entreprise. Et puis donc le type d'activité recherchée, c'est où mes limites, les dimensions, le volume, le nombre de personnes. C'est une petite fiche de cadrage personnel qui te permet au départ de savoir ce que tu recherches. C'est assez rare d'en parler de cette fiche, mais déjà, moi, je suis qui? Qu'est-ce que je suis capable de gérer demain? Et je vais chercher quel type d'entreprise, dans quel domaine. Voilà. C'est ce qu'on préconise. En amont, c'est vraiment le premier travail pour le chef d'entreprise. Et puis après, on part sur la suite d'un rachat d'entreprise et on va développer, je pense. Benoît, ça veut dire que dans la même idée que ce que vient de dire Vidric, il y a des conditions pour pouvoir reprendre une entreprise, racheter une entreprise. Il faut déjà être soi-même dans un domaine entrepreneurial. Pas forcément. On peut très bien reprendre et changer de vie. Il y a des gens qui souhaitent changer de vie et qui sont salariés et décident de passer à l'entrepreneuriat. En revanche, un domaine qui est complètement inconnu, ça peut poser quelques difficultés parce que méconnaissance du sujet. Je dirais qu'avant aussi de racheter ou de vendre une société, on passe par l'étape de valorisation. Ça, c'est un peu plus complexe, sans doute. Et puis après, on peut avancer sur ce sujet. Ouais. Ça veut dire qu'on ne s'invente pas, Grégory, entrepreneur? Non, ça ne s'invente pas. C'est vrai qu'il faut avoir dans l'âme d'être entrepreneur, de gérer du personnel, des fournisseurs, des clients. Et avant toute chose, c'est la première étape. Tu nous demandais qu'est-ce qui est important quand on rachète une entreprise. La pierre angulaire, c'est le porteur de projet. C'est ce qu'il y a de plus important. Et à partir de là, dès que ça soit la Sofidep ou la partie de Yellow sur cette partie-là, on doit mesurer la capacité à la personne de se projeter dirigeant d'entreprise, qui est complètement différent d'être salarié. Okay. Et c'est ça qui est vraiment important. La première chose, c'est pas de regarder un business plan. C'est est-ce que la personne est en capacité de relever ce challenge. Donc en prenant un exemple, je suis animateur télé, je veux acheter une pâtisserie par exemple, avant même de regarder le prix, avant même de regarder tout ce qui entoure ce projet, il faut déjà que je puisse me former moi-même, on peut dire ça comme ça? On va pas dire ça comme ça. Aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise, c'est pas spécialement un technicien. C'est regarder les personnes clés. Tu vas racheter une entreprise, les personnes clés au sein de cette pâtisserie. Est-ce que tu as un bon chef pâtissier qui va être dans la continuité de l'activité? Et toi, tu peux être complémentaire en tant qu'entrepreneur. Tu peux être un très bon gestionnaire. On peut avoir des entreprises qui aujourd'hui arrivent à bout de souffle en termes de développement et l'impulsion d'un nouveau entrepreneur, dirigeant d'entreprise, peut donner un rebond à une entreprise. Et c'est ça qu'on va regarder, c'est ta capacité à pouvoir faire rebondir cette activité. Mais ce qui est essentiel, comme je dis, quand on rachète une entreprise qui est composée de différentes personnes, de matériel, est-ce que le matériel est obsolète, est-ce qu'il faut le changer en termes d'investissement, mais les personnes clés au sein de l'entreprise que tu rachètes. Tu as pris le cas, très bien, la pâtisserie ou un restaurant. Aujourd'hui, pour faire tourner un restaurant, on n'est pas spécialement cuisinier ou pâtissier. Mais ce qu'à l'intérieur de cette entreprise, la personne clé qui fait la pâtisserie ou la cuisine va rester
elle va t'accompagner en tant que dirigeant, futur dirigeant. Est-ce qu'elle va rester avec toi? Si elle ne reste pas avec toi, nous, ça sera un grand point noir en termes d'accompagnement et de financement. On va reprendre cet exemple de pâtisserie. Quels sont les avantages pour moi qui suis animateur télé par exemple? Je n'ai jamais fait de pâtisserie, mais il y a des avantages de racheter une entreprise en imaginant que ce soit ma passion. Je me tourne plutôt de ton côté, Vidric. Alors oui, on va parler d'avantages et pas d'inconvénients, mais plus de contraintes. En avantage, c'est vrai que la clientèle est déjà existante. Il y a pignon sur rue, comme on dit. D'ailleurs, c'est ce qu'on valorise. On en reparlera un peu plus tard. La clientèle, il y a des ressources techniques, des ressources humaines, des process. Il y a un chiffre d'affaires connu. Alors juste, on va détailler. Quand tu dis ressources techniques et ressources humaines, donc les salariés, je suppose, ressources humaines. Les équipements machines, là dans la pâtisserie, ça va être tout le laboratoire de préparation. Bien sûr. Et puis dans l'humain, ça va être surtout les préparateurs déjà. Et puis peut-être un peu la partie commerciale sur les vendeuses ou la gestion de stock ou les choses comme ça. Il y a d'autres avantages, oui. C'est un peu aussi la rémunération un peu plus immédiate qu'on pourrait, et puis qu'on peut mieux ajuster dans le temps par rapport à un projet de création. Là, on est un peu plus certain des données chiffrées, surtout s'il y a une continuité. Bien sûr. Et donc là, oui, Grégory, tu veux réagir? Ce qui est important dans toi, quand tu portes ce projet, on va garder cet exemple de pâtisserie, c'est que le regard que tu as sur la concurrence. C'est-à-dire? Il faut que tu analyses ton marché. Tu vois, tu te lances dans la pâtisserie. La pâtisserie, ça va être à la partie pâtisserie industrielle ou la pâtisserie individuelle. Et toi, nous, on va regarder ce qui est important en tant que dirigeant d'entreprise. Est-ce que tu as bien analysé ton marché? Est-ce que tu as des zones de développement que tu peux aller chercher pour développer ton chiffre d'affaires? Et bien sûr, à la fin des fins, ta rentabilité. Très naturellement, je pense aussi à la notoriété, Benoît. C'est quelque chose qui apporte vraiment un véritable avantage puisque l'image est déjà faite. Oui, alors très clairement, en fait, le rachat d'une société, il va faire gagner du temps, principalement. Puisque toute la structure est déjà là, elle est déjà en place, que ce soit au niveau humain, technique, matériel, etc. Et donc oui, c'est un gain de temps certain de racheter une société. Et surtout au niveau des revenus, puisqu'ils sont quasi instantanés, puisque tout est déjà mis en place. Il suffit de faire le rachat. Alors non, oui. Sur le papier, oui. Oui, sur le réalité... papier, bien sûr que oui. Parce qu'effectivement, on a déjà du chiffre d'affaires, et puis que quand on achète une société, on reprend la société avec tout ce qu'il y a dans la société. Donc avec les chiffres d'affaires à venir et aussi le passif de la société. Donc oui, on a des revenus qui vont arriver, on le sait. Mais on a aussi le rachat. Et donc ça va forcément impacter le résultat, puisqu'on va devoir rembourser un crédit, bien souvent. On va voir après les différents modes de fonctionnement et de financement. Mais oui, on va quand même avoir un crédit à rembourser. Alors justement, avant de voir ces sources de financement, comment se financer pour ce genre de projet? Ça tombe bien, ça me permet une transition parfaite avec justement ce prêt que l'on devra rembourser. Ça fait partie des inconvénients, Benoît? En fait, c'est pas un inconvénient. La personne qui vend sa société, elle a créé, elle a œuvré, elle a travaillé pendant des années à avoir cette notoriété, à avoir cette capacité à être attirante, en fait, quelque part. Et un jour, pour la raison qui lui appartient, elle décide de vendre cette société. Alors, ça va être de la revenu retraite, un changement d'activité pour l'entrepreneur. Elle décide de vendre, cette personne décide de vendre. Il faut qu'elle valorise son travail. Bien sûr. Vidric, d'autres inconvénients? Les contraintes, c'est que effectivement, le coût va être un peu plus élevé qu'une pure création, mais c'est un peu l'immédiateté de l'exploitation qui est là. Effectivement, il y a un endettement supplémentaire, mais il faut bien financer. Et puis, il y a le volet humain dont on pourra peut-être parler après. Une nouvelle personne va devoir en parler. Grégory parlait des capacités de management. Il y a, d'avoir la relation avec des salariés qui ont des habitudes depuis de nombreuses années. Voilà. Donc gérer ces salariés, les personnes qui sont déjà mises en place, c'est vraiment le point le plus essentiel? Non, mais l'humain, il faudra le garder. Donc c'est pour ça que les capacités de management du repreneur prévues font partie. Il n'y a pas que le prix. Il y a aussi, comme disait très justement Grégory, les capacités du chef d'orchestre, qui va être le chef d'entreprise demain. Et concernant... Oui, Benoît, tu veux réagir? Concernant ça, en fait, le prix, la société, elle a une valeur qu'on va définir avec différentes méthodes, etc. Pas de problème là-dessus. Une fois qu'on a évacué ça, il y a plein d'aspects pour la suite. Entre autres, l'accompagnement du cédant.
parce que il va falloir que le nouveau propriétaire de cette société soit en mesure de connaître tous les aspects de la société. Et ça peut prendre un petit peu de temps, enfin ça peut être plus ou moins long. Si quelqu'un qui arrive d'un autre univers rentre dans la pâtisserie par exemple, il va avoir besoin de beaucoup plus d'accompagnement. Et c'est là où je dirais qu'une fois qu'on a évacué la problématique du prix, on va avoir plein de choses à gérer à côté. Ça va être l'accompagnement principalement, le planning de l'opération, parce que ça prend beaucoup de temps, malgré tout. Combien de temps environ? Alors, quand les étoiles s'alignent, on va dire entre le moment où on a le début, la volonté du cédant de vendre sa société et une vente effective, il faut compter pas loin d'un an et demi. Si ça prend du temps. Ça prend du temps. On n'achète pas une baguette pour le coup. On achète une société, on achète un projet de vie. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a une vraie analyse. Grégory? Après, tout est en fonction de la taille de l'entreprise que vous rachetez. Bien sûr. Plus l'entreprise est significative, plus c'est long. Pour arriver jusqu'à la fin, ce qu'on appelle la dernière épreuve, c'est le closing. À terme, quand on signe. Après, si vous rachetez, vous êtes en profession libérale, vous rachetez une patientèle pour un médecin, un dentiste. C'est une opération qu'on est capable de booker en 2 et 3 mois. C'est assez simple. Plus vous arrivez dans un environnement qui est technique, plus c'est long. Et là, je rejoins Benoît, ce qui est important, c'est l'accompagnement du cédant vis-à-vis du repreneur. Et ça, c'est une clause qui est essentielle pour nous quand on finance. Plus ça sera technique, plus il faut qu'il y ait un accompagnement qui soit plus long. Moins c'est technique, une entreprise de négoce, c'est assez rapide. Vous achetez, vous revendez, on va pas... Et quand vous arrivez sur de l'activité qui est technique, la restauration, l'hôtellerie, la pâtisserie, je ne vais pas tout citer, là, il y a un besoin d'accompagnement. Et là, nous, en tant que financeurs, nous sommes très vigilants sur ces clauses. Comme il y a plein d'autres clauses, on ne va pas rentrer techniquement, mais une garantie passif-actif est très important. Et là, on encadre et on accompagne le repreneur. Si tu veux que je rentre 2 secondes dans la garantie actif-passif, oui, c'est ce que j'allais te demander justement. C'est toutes les dettes qui ont été contractées avant la cession de l'entreprise. Le cédant s'engage à les prendre à sa charge. C'est-à-dire qu'on pourrait découvrir une dette dès qu'on a acheté l'entreprise. On est dirigeant, on a signé le 1er janvier, mais il y a quelque chose qui se passe mal sur une dette avant qu'on rachète l'entreprise. Cette garantie actif-passif nous permet de sécuriser et que ça soit à la charge du cédant sur une durée, généralement entre 2 et 3 ans. D'accord, donc pas de mauvaise surprise, mais dans cette même idée, on parle d'accompagnement. Vidric, vous aussi à la Sofidep, vous accompagnez ces racheteurs de projets. Alors tout à fait, on les invite, d'ailleurs c'est notre slogan, avant de reprendre une entreprise, prenez un rendez-vous chez nous. C'est parce qu'on a un produit dédié pour ça. Mais en amont, effectivement, on va jalonner la démarche, on va accompagner la démarche du repreneur qui, en lui faisant bien cibler les points délicats, les points d'attention majeurs et se faire accompagner. Nous ne sommes pas juristes, on ne rédige pas des actes, mais on connaît bien les jalons, les bullet points majeurs dans lesquels il faudra avancer. Et la démarche, on l'oriente dans sa démarche. On a d'ailleurs fait un webinaire consacré uniquement à la transmission d'entreprise, où il y avait un notaire et un expert comptable qui sont, à mon sens, les 2 premiers interlocuteurs, tu confirmeras Benoît, puisque ce sont le relais qui prennent la suite pour la formalisation des actes, pour la valorisation, pour beaucoup de choses, à tous les moments. Et ces étapes incontournables, cette préparation en amont, au moins le chef d'entreprise, il s'organise dans sa démarche, il sait quels interlocuteurs il doit avoir. Et je trouve que c'est un peu c'est la meilleure façon d'avancer prudemment, pas à pas, en se disant, voilà, là, on va voir le volet juridique, on va plutôt voir le notaire ou l'avocat. Il y a aussi les avocats, les cabinets juridiques qui peuvent bien avancer sur ça. Et puis l'expert comptable, qui est plus le volet financier, mais avec peut-être parfois aussi, il y a une juxtaposition des fiscales et juridiques. Voilà. Donc l'accompagnement, nous, c'est de faire bien prendre en compte que déjà, on va lui dire pourquoi tu veux racheter, qu'est-ce que tu veux racheter, qu'est-ce que tu sais faire, tu es qui. On va bien l'orienter sur ce qui est... Et qu'est-ce qu'il veut racheter, parce qu'il faut aussi trouver des affaires. Les bonnes affaires sont souvent discrètes, non ? Il y a des domaines spécifiques qui sont demandés, qui sont recherchés, Vidric ? Alors, je sais pas, après, il y a des phénomènes...
On a eu le phénomène voiture de location, on a eu les phénomènes Airbnb, mais pas dans l'achat. Alors dans l'achat, je pense que c'est plutôt l'opportunité et l'intérêt de la reprise. Et je pense que Grégory a dit quelque chose, Grégory aussi, Grégory et Benoît, oui. et Benoît ont dit quelque chose d'important. C'est le motif de la cession. Pourquoi cette entreprise est à vendre? Je me tourne vers Benoît, justement. C'est une justement. des clés. Voilà. Pour savoir, c'est quoi les motifs principaux? En fait, être chef d'entreprise, c'est parfois, on y passe sa vie quand on est entrepreneur, parce que on dort pas tous les soirs très très bien, et puis parfois on a des enfants dont on sait que ça va pas forcément être un cadeau pour eux de leur faire reprendre ça. Oui, on y a passé sa vie. Être entrepreneur, c'est pas le paradis. Être entrepreneur, il faut savoir que c'est pas le paradis. C'est magnifique, mais il y a des contraintes. C'est magnifique. D'entreprendre, c'est parfait. C'est ce qui crée de la richesse, c'est ce qui crée de l'emploi. C'est important. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a des concessions à y faire quand même. Donc parfois, on a des gens qui veulent partir à la retraite, tout simplement, et puis donc ils n'ont pas de repreneur. Parfois, ça va être des changements de vie. Il faut bien voir ce qu'il en est du motif de la cession. Ça peut aussi être quelque chose à prendre en compte vis-à-vis de son business futur. Ça peut être par exemple vis-à-vis des concurrents. Qu'il y ait trop de concurrents et on veut revendre son entreprise. Oui. Alors, de toute façon, on essaye toujours de revendre au meilleur moment quand on le peut, hein, c'est-à-dire quand on est entre guillemets à l'apogée de la société, parce que c'est là qu'elle a le plus de valeur. Après, la concurrence, c'est sain d'avoir de la concurrence aussi, parce que ça permet aux consommateurs d'avoir le choix et peut-être des fois des baisses de prix, donc ça peut avoir du sens. Ouais. Et justement, je vais me tourner du côté de Grégory. J'ai entendu par rapport à mon exemple que tu n'étais pas totalement d'accord, c'est pas au moment où il y a de la concurrence qu'il faut vendre son entreprise. Je dirais pas que c'est au moment qu'il y a de la concurrence. Déjà, j'aimerais revenir sur un point que Benoît a souligné, où là, il faut tirer notre révérence sur les chefs d'entreprise aujourd'hui en Polynésie. Ils ont plus de 70 ans. Ce sont des vrais amoureux. Ils ne dorment pas sur leurs deux oreilles tous les soirs. La crise du Covid a montré qu'elle a été très très dure partout dans le monde, mais la Polynésie a été très affectée et les chefs d'entreprise ont toujours soutenu leur entreprise et accompagné leurs salariés. Et ils ont mis toutes les mesures en place, bien sûr, qui ont été soutenues également par le gouvernement. Pour revenir à ta question, la concurrence, quand on rachète une entreprise, on ne peut pas arriver qu'une page blanche devant un banquier. Non. C'est qu'on a déjà tout étudié, on a analysé son marché. Et dans l'analyse du marché, bien sûr que l'aspect concurrentiel est important. On regarde la concurrence, ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils distribuent comme produit. Est-ce qu'on va trouver d'autres types de produits dans le même secteur d'activité pour faire la différence? Aujourd'hui, quand on rachète une entreprise, on est un compétiteur. Un compétiteur, on est là pour gagner, se développer, et ça, c'est vraiment très important. Quand le marché est saturé, c'est vrai que c'est compliqué d'aller accompagner une entreprise dans un marché saturé, mais on peut trouver des niches. Et ça, ce sont aux porteurs de projets de nous les apporter et de motiver, de dire il y a vraiment un marché, de le démontrer, et c'est là qu'on intègre dans le business plan que bien sûr on challenge aussi. On a beaucoup parlé du prix aussi de ce rachat, mais quelles sont les principales sources de financement? Si j'ai envie de racheter, je reprends mon exemple de pâtisserie. Hop, je repars sur ma pâtisserie, je veux racheter cette pâtisserie, comment est-ce que je peux la financer? Alors tu peux la financer, alors la première des façons est la plus simple, tu fais appel à personne et tu autofinances. Tu as de l'argent, tu as de l'épargne de côté, tu autofinances à 100%. Ce qui est dans 10% des cas, on va dire, et 90% des cas, tu vas faire appel aux banques qui financent ce qu'on appelle la dette senior. Et ensuite, tu as d'autres dettes que je vais vulgariser, qu'on appelle des dettes mezzanines, où là, c'est accompagné par Sofidep, OCI, où ils peuvent intervenir sur une dette mezzanine, ce qu'on appelle un prêt subordonné. C'est-à-dire que le prêt passera après le remboursement. Les banques seront, comme on a la dette senior, en priorité, tu rembourses ta dette senior et dette subordonnée, tu rembourseras. Sofidep est capable de le mettre en place. Et après, tu as tout un autre volet que Sofidep fait, et là, je laisserai le spécialiste en parler. C'est l'accompagnement sur ce qu'on appelle l'equity. C'est d'intervenir en haut de bilan. Soit ils t'accompagnent dans le rachat d'entreprise et ils sont à la fois actionnaires de l'entreprise, ou soit ils font un milieu de bilan, ils vont te faire des obligations. Où là, pendant 5 ans, tu vas rembourser un intérêt et au fur et à mesure, dans 5 ans, tu rembourseras peut-être le capital ou on restructurera la dette par la suite. Mais tu peux te retrouver avec un accompagnement de la Sofidep qui est à tes côtés en tant qu'actionnaire à hauteur 5 à 10%. Et là, ils vont t'accompagner dans ta reprise d'entreprise
Et ils seront aussi également à ton côté à la fois de la partie financement et la partie actionnaire. Vidric, si je comprends bien, parce que c'est très technique, hein, il Oui. y a plusieurs prêts qui peuvent être On a cumulés. deux grands produits. Et je ne vais pas rentrer dans le détail du capital investissement. On a deux prêts. Donc, il y a le capital investissement où on va rentrer, on va dire, à l'actionnariat de la société qui est à reprendre. Et on joue le jeu, mais dans des dimensions limitées, qui sont de 5%. Donc, c'est une façon de financer aussi, mais c'est plus sur des volumes majeurs, on va dire, sur des... je pense qu'on atteint des investissements avec OCI aussi qui fait le même métier. Mais par contre, on a un produit plus classique, ça s'appelle le prêt à la transmission. Ça, c'est là, on ne rachète pas, on ne finance pas des bilans, des intermédiaires. On est plus sur du prêt classique. Et notre position, c'est que ce prêt-là, il a aussi l'avantage d'être des taux assez intéressants. On est à moins de 3%, on est à 2,75%. Il est forcément rattaché à un cofinancement bancaire, parce que nous, on ne travaille jamais sans les banques. En fait, on est des accélérateurs, des catalyseurs de financement. Si on croit au projet et qu'on a fait un tour de table et que finalement la banque estime que le risque est à partager, ça c'est la philosophie première de la Sofidep quand elle dans ses fondements, c'est de dire ok, le banquier a lu le projet, a suivi le projet, il croit au porteur, il croit au marché, il est dedans, c'est une belle reprise, c'est une belle transmission, le motif est sain de la reprise, il le suit. Et on a bon le repreneur. Tous, les planètes s'alignent. Et en fait, mais il y a quand même un petit doute de partage. Et on vient chez nous partager le crédit, le risque, sachant que la banque, elle, va prendre toutes les garanties, que nous, on va abandonner. On ne prend pas de garantie. On a une très faible garantie sur l'assurance décès ou des choses comme ça. On ne prend pas de garantie. Donc, ça va alléger, assouplir un petit peu le schéma de financement. Et ça va donner un peu plus d'air aussi... donc au chef d'entreprise, mais de sécurité à la banque. D'accord. Voilà. Il y a aussi un autre mode de financement qui est le crédit vendeur. Bien sûr. Le fameux. Où effectivement les banques n'interviennent pas et où en fait c'est le vendeur qui fait la banque. Alors pour tout ou partie du rachat de la société. C'est-à-dire, explique-nous en détail, en prenant un exemple. Par Je exemple. ne sais pas, une société qu'on va vendre, on va annoncer un prix 50 millions, on va avoir 20% de crédit vendeur, donc 10 millions qui va être pris par le crédit vendeur. Le risque va être moindre pour la banque et pour la Sofidep. La banque va prendre 30 millions et puis les 10 millions restants vont être financés par la Sofidep. Donc on peut faire en fait ce montage-là avec plusieurs financeurs en fait. Est-ce que, donne-nous ton conseil, est-ce qu'on peut arriver et vouloir acheter une entreprise si on n'a pas de base de financement, si on n'a rien avec nous? Alors, clairement, les banques demandent un minimum d'apport. Et nous aussi. Bien sûr, c'est-à-dire que on est, et nous aussi d'ailleurs, on conseille, et avant même de commencer, là c'est dans l'étude de la personne en fait, on lui demande sa capacité financière. Il faut compter, quand on veut racheter une société, d'avoir aux alentours de 20% d'apport. Ah, c'est 20% d'apport au minimum. C'est 20% d'apport, c'est quand même... Oui, les banques qui sont sensibles, oui. On est très sensible sur le rachat d'entreprise. Quand ton entreprise est existante et tu rachètes un camion, on n'est pas obligé de te demander un apport. Mais sur un rachat d'entreprise, on a besoin de voir l'investissement personnel. Mais c'est pas le même prix aussi C'est déjà. pas le même prix, mais de voir que l'entrepreneur, entre guillemets, se mouille à nos côtés. Et ça, c'est important. Et là, je rejoins Benoît sur des opérations de rachat d'entreprise. On est aux alentours de 20%. Quand on fait un LBO, une opération leveragée, on est entre 20 et 30%. Par contre, un point qui est essentiel et qui est très important, qui a été souligné par Benoît, c'est le crédit vendeur. Le crédit vendeur démontre une chose et qui rassure les banques. C'est que la personne qui vend s'engage et croit à l'entreprise qu'elle vend. Parce qu'aujourd'hui, elle est rattachée à nos côtés. Elle a vendu son entreprise sur une base de 50 millions. Elle fait un crédit vendeur de 10 millions. Et elle doit se faire rembourser par le repreneur de 10 millions. C'est-à-dire que, 1, elle croit à son entreprise et 2, elle croit au repreneur qui aura la capacité de lui rembourser le prêt qu'elle lui a fait, qui est un prêt personnel. Et ça, c'est vrai que dans un dossier, c'est un élément très important. Donc, comme tout est une question de confiance, il faut bien sûr, Vidric, bien préparer son dossier et bien surveiller les différents points que l'on a dit dans cette émission, que ce soit vis-à-vis de la concurrence, vis-à-vis du rachat de l'entreprise en elle-même, du bilan, de sa base de financement, de son apport aussi.
Alors oui, chez nous, c'est le minimum d'entrée, c'est 10% d'apport, hein, même si on a vu, il peut être un peu recalculé différemment parce qu'il y a certains dispositifs comme Initiative Polynésie aussi qui peut venir dans un rachat d'entreprise, avec des seuils plus bas, hein, et voilà, mais qui peuvent compléter un petit peu l'apport quand la personne n'en a pas. On participe au comité avec les banques et on prend des décisions. C'est un peu plus rare les rachats d'entreprise via ce dispositif. Mais nous, c'est 10% minimum. Et après, le crédit vendeur, c'est vrai que c'est une solution. C'est souvent pas la solution première. Elle n'est pas envisagée au début. Mais ce climat de confiance, et moi je l'ai vécu dans ma première, il y a 25 ans, ma première transmission d'entreprise, c'était 2 petits jeunes qui n'avaient qu'un BTS. Ils étaient en compétition avec les concurrents. Et ce sont les petits jeunes qui ont qui ont eu la vente. Et ça a fini par un crédit vendeur sur 20%. C'était quand même 100 millions, hein, et donc il manquait 20 millions. Voilà. C'est pour vous dire que la confiance, et je trouve très bien la phrase de Grégory, c'est de dire qu'on a confiance à la fois au cédant, au repreneur, et le cédant a fait confiance au repreneur. Et ça, c'est un signe majeur. Donc, et ils ont été leaders. Et ils sont très bien développés. Et depuis, ils ont revendu. Finalement, tout se joue sur la confiance. J'espère que ça vous aura aidé si jamais vous êtes dans ce projet. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour cette émission et pour ce sujet qui est bien vaste. Merci beaucoup. Merci. Nous, les amis, c'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain à partir de 17h. En attendant, très bonne soirée sur TNTV avec votre VATT à 18h. Maururu ito tatou faririra, trahuma parhayana.